80 ans après la fin de la guerre d'Espagne, mais aussi 75 ans après la libération de Paris, la ville de Choisy-le-Roi et l'association 24 août 1944 ont conjugué leurs efforts pour montrer l'empreinte de ces événements dans la réalité locale. Projection de films au ciné-théâtre Paul-et-Loire, conférence-débat à la médiathèque Louis Aragon, apposition d'une plaque rue Émile Zola, 12 panneaux d'exposition urbaine. Cette histoire commence en juillet 1936, quand les institutions se montrent incapables de répliquer au coup d'État militaire lancé par Franco contre la République espagnole. Les organisations ouvrières assument alors leurs responsabilités en faisant front au fascisme. Dans le même mouvement, elles enclenchent un profond processus de transformation sociale. Comme la République, plus rien ne marche, beaucoup de patrons sont partis, etc. Les organisations ouvrières vont s'emparer de toute la vie sociale. Et alors ici, par exemple, c'est les industries laitières. Alors c'est assez curieux, hein, CNT. C'est-à-dire c'est le syndicat qui a socialisé toutes les industries laitières de Barcelone. Les tramways, ils sont peints en rouge et noir, et avec le sigle CNT. Et ici, on retombe sur un des deux grands-pères qui était là-bas au camp de Bram, travaillait dans cette usine, dans la banlieue de Barcelone. C'est une très grosse usine de chimie lourde, qui va jouer d'ailleurs un rôle très important parce qu'ils vont transformer leur production pour obtenir, ça va devenir une fabrique d'explosifs pour les obus, etc. Mais elle est collectivisée. Ça, c'est son siège sur le Paseo de Gracia à Barcelone. Jusque-là, ça s'appelait Anónima Cros, Société Anonyme Cros. Là, maintenant, ça s'appelle Colectividad Cros. Et mon grand-père, notre grand-père, qui était donc un manœuvre, hein, il avait été, avant de travailler là, il avait travaillé comme docker au port. Et bien, il a été nommé dans le comité de collectivisation. Et là, tout change, parce qu'il n'y a plus de hiérarchie des salaires. Les ingénieurs gagnent comme le balayeur. Le salaire devient un salaire familial, c'est-à-dire qu'un homme seul gagne tant, un couple gagne tant. S'ils ont des enfants, ils gagnent tant, etc. Les salaires en fonction des besoins. Nos grands-parents et notre tante qui va venir cet après-midi, qui va être là cet après-midi, qui est très très vieille, etc. Eh bien, elle habite dans cette rue. Vous voyez, il y a une rue là. Elle habite dans cette rue-là. Elle est donc sous les bombes ce jour-là, le 30 juin 38. Ce bombardement-là fait 65 morts. On voit le type d'armée dont peut disposer Franco. Et ça, c'est une photo de décembre 1936 sur le front d'Aragon. Et là, voilà, les gens qui défendent la République. Il n'y a pas d'uniforme. Et parmi ces volontaires, et à celui-ci ici, qui est notre père, qui est notre père, ici au milieu. Il a 17 ans. Ils ont tous un journal à la main. C'est le journal Solidaridad Obrera. C'est à l'époque, c'est le plus grand quotidien tiré en Espagne. C'est le journal de la CNT. Et ce qui est curieux, c'est que 20 ans après, il va imprimer ce même journal, avec les mêmes lettres, avec la même présentation, à Choisy-le-Roi, ici. Avec le passage de la frontière au Pertus, donc en février 1939. Ensuite, les premiers camps de concentration qui ne sont que des plages fermées par des barbelés. Là, par exemple, ici, c'est Argelès. À Argelès, il y aura 80 000 personnes. Cette carte postale, qui a été éditée par le buraliste de Bram, présente un convoi qui transporte depuis Argelès à Bram des groupes d'hommes qui, en principe, ont tous plus de 50 ans. Alors, comment on a mis nos familles comme fil conducteur?
nos deux grands-pères étaient dans cette colonne, quelque part, ou un autre jour. Mais les deux grands-pères venaient d'Argelès et sont allés à Bram. C'est d'ailleurs comme ça que les deux familles se sont connues. Ce qui est important aussi de noter, c'est que les 450 000 personnes qui passent en France passent en une dizaine de jours. Il faut mettre ça en comparaison quand aujourd'hui il y a 60 migrants qui accostent un port, c'est tout un problème. Là c'était 450 000 en 10 jours. Ça c'est quand même important de le dire. Voilà. Dans la neige. Maurice Fontès habitait Choisy-le-Roi et est parti dans les brigades internationales. Il n'est pas mort en Espagne, il est mort à Auschwitz. Le 25 août, une photo qui est très célèbre, le capitaine Dronne qui commande cette 9e compagnie, et ici, à sa droite, Martin Bernal, qui va être, durant des années et des années, cordonnier à Choisy-le-Roi. Et puis ici, en médaillon, il y a quelqu'un qui, dans cette attaque qui se prépare au centre archives, il y a quelqu'un qui va être blessé. Lui aussi, il fait partie. Et sa fille est ici. Et quand même, c'est pas rien. Mais lui aussi sera cordonnier à Choisy-le-Roi. Et donc, c'est une histoire vraiment choisienne. Comme tous les 8 mai, on remarqua la présence active des associations et des jeunes de Choisy-le-Roi. Pourtant, fait rare, les couleurs de la République espagnole en exil étaient présentes, honorant ainsi les 30 000 républicains espagnols morts pour la liberté sur les différents théâtres d'opération de la Deuxième Guerre mondiale. Lui qui habitait entre Choisy-le-Roi et Thiers, rue du 25 août 1944, Francisco Roda, lui a été déporté à Mauthausen, il y a passé 5 ans, et il fait partie du petit tiers des survivants espagnols du camp de Mauthausen. Et puisqu'on avait vu un type de 17 ans qui était dans les milices, le 26 août 1944, il est là. Il est en plein milieu de la forêt d'Hôte et il a été libéré la veille. La survivante qui aujourd'hui habite Choisy-le-Roi, c'est Amélia, c'est elle. New York à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, Paris à l'aéroport Charles de Gaulle et depuis décembre dernier, Barcelone à l'aéroport Josep Tarradellas. L'aéroport del Prat porte le nom de Josep Tarradellas. Alors c'est assez curieux. Quand on l'a connu, un vieux bonhomme assez costaud, etc., qui venait à l'imprimerie, il a corrigé les épreuves, etc. Et il est redevenu président de la Généralité après la mort de Franco. Et maintenant, on a donné son nom à l'aéroport de Barcelone. Comme quoi, Choisy-le-Roi mène à tout, à condition d'en partir. Hein. Les grandes démocraties occidentales, la victoire de la démocratie contre le totalitarisme s'arrête aux Pyrénées. Franco. Hitler et Eisenhower, le libérateur de l'Europe. Le même geste. Et ici, la scène se passe sous les yeux d'un militaire allemand, et ici, la scène se passe sous les yeux d'un militaire américain. Ça en dit long sur ce qu'est ce monde-là. En 1945, l'Espagne de Franco ne fut pas libérée par les Alliés. Et alors du coup, ils se disent, un des moyens de résister, c'est de se créer une imprimerie qui nous permettra de continuer à faire notre propagande sans dépendre de personne. Et donc est créée l'imprimerie des gondoles autour de l'autre là-bas, Thomas Marcellan, qui là travaille à la linotype. Et vous voyez les machines, et qu'est-ce qu'ils impriment? Solidaridad Obrera. Comment se fait l'imprimerie des gondoles? Parce qu'on prétend que c'est une SARL, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est par souscription. Les gens souscrivent. Alors ici, il y a Marcellan, il y a Granados, qu'on a bien connu, qui lui était dans les forces françaises libres au Levant. Il y a Alonso, Guerrero, Roda, qui est l'autre déporté, etc., etc. Agustí, qu'on a bien connu. Bernal, le cordonnier. C'est ici, au 6 rue de Chevreul, que fut implantée l'imprimerie des gondoles. L'Espagne franquiste, reconnue par le Concert des Nations, venait de faire son entrée à l'UNESCO et à l'ONU. Les réfugiés espagnols savaient dès lors que le combat allait durer. Ici, toutes sortes de documents ont été imprimés. Bien sûr, ceux
des libertaires espagnols, mais aussi des républicains espagnols. Il y a beaucoup les périodiques de la République en exil étaient imprimés ici. Il y avait aussi comme gros clients les Catalans, la Généralité de Catalogne, le président de la Généralité de Catalogne faisait imprimer ici beaucoup de ces documents. Mais en plus, c'était une imprimerie de quartier, quoi. Et donc, tous les commerçants du coin, les gens qui voulaient éditer un prospectus, les faire-part de naissance, de mariage, etc. C'est-à-dire que c'est une imprimerie qui avait toutes les apparences, en tout cas, mais aussi la réalité d'une imprimerie normale. Parmi les gens qui ont été à l'initiative de cette imprimerie, même si aucun des deux n'était imprimeur, il y avait Bautista Agusti et Jerónimo Granados. Tous les deux habitaient les gondoles à l'époque. Et tous les deux habitaient même rue Alsace-Lorraine. Tout passait en pièces détachées par là, remontait à l'intérieur. Et en plus, le papier, les grandes rames de papier qu'il fallait charger à la main, c'était un chantier invraisemblable. Sur le dos, une par une. Ben oui, moi, à l'épaule. Je rentrais les grandes rames à l'épaule. Et il fallait... Alors, moi, j'étais pas très grande, donc tout va bien. Mais ceux qui étaient grands, ils devaient se baisser parce que sinon, la rame de papier ne passait pas là. Et chaque semaine, c'était donc 12 rames de papier. Voilà, c'est ça. Pour le journal. Le journal, oui. Tirage de 6000 exemplaires au début, c'était ça. Et les choses se déroulent un peu comme elles se déroulent toujours dans la CNT, à savoir qu'il y a une initiative de quelques individus qui, dans un premier temps, vont soumettre cette initiative au niveau le plus immédiat. En l'occurrence, ce sera la fédération locale de Choisy-le-Roi-Thiais, qui est la fédération locale dans laquelle il milite, qui accepte ce projet. Ce projet est ensuite passé au niveau régional. La région ici s'appelle la zone nord, c'est tout le nord de la France, qui accepte le projet. Et c'est ensuite l'ensemble de l'organisation en exil qui va assumer ce projet. Et c'est donc un fonctionnement qui va bien de bas en haut, comme il est habituel dans les organisations libertaires, alors que tout dans la société nous pousse à penser que c'est dans la verticalité, de haut en bas, qu'on peut réaliser les choses. Quand en 1957 est créée la SARL, elle est créée pour 50 ans. C'était autant dire pour l'éternité. Pour ceux qui l'a lancé, des gens qui ont les plus jeunes, qui ont 40 ans. Ils créent ça pour l'éternité. Ils s'y tiennent. Et donc, l'imprimerie créée pour 50 ans a duré 50 ans. Bien sûr, en 2007, lorsqu'elle va s'arrêter, eh bien, ce n'est plus une imprimerie de la CNT espagnole. Elle ne publie plus essentiellement pour la CNT espagnole. Elle publie encore un peu pour la CNT espagnole en exil, pour les quelques exilés qui restent. Elle publie pour d'autres, mais toujours dans un engagement militant. Et ce qu'il faut retenir, c'est cette extraordinaire ténacité. 50 ans d'existence pour une entreprise militante, c'est très rare quand même. Par ailleurs, et c'est ce qui est singulier, c'est que tout le monde a le même salaire. C'est une imprimerie qui a souvent fonctionné avec 1, 2, voire 3 vrais professionnels, alors qu'ils étaient 5 ou 6 à y travailler. Ben, les vrais professionnels avaient le même salaire que celui qui apprenait. J'ai démarré en 1983 à l'imprimerie et là j'ai su bien après que les hommes qui étaient là avaient pensé que je ne ferais même pas 6 mois dans l'imprimerie, tellement c'était difficile. Enfin, c'était physique, on va dire, puisque c'était la typographie, donc c'était avec le plomb, c'était avec tout ce qui était grosse machine, où il fallait rentrer dans les machines. Donc, ils avaient plus ou moins dit elle ne fera que 6 mois. Et en fin de compte, j'y suis restée 17 ans. Donc, ça a été quand même un bon moment où je me suis vraiment passionnée
On payait les charges, tout ce qui était le fisc, tout était au carré. Mais à l'intérieur, c'était autre chose. On avait une toute autre manière de fonctionner qui était en lien avec notre projet de société future, c'est-à-dire on était tous sur le même plan. Alors moi, en tant que femme, encore plus, puisque bon, à cette époque-là, c'était même... ce n'était pas du tout d'actualité, ce genre de thème. On prenait les décisions tous ensemble. Et donc, on essayait de voir avec les différents clients, alors, il y avait des clients extérieurs, c'était surtout des associations. Et les clients intérieurs, moi, je les appelle comme ça, c'était toute l'organisation, la CNT, espagnole, française, même les copains de la FA. Et voilà, tout le monde venait publier à l'imprimerie des Gondoles. Et c'est vrai qu'au niveau des odeurs et des bruits, c'est vrai que c'est particulier, hein, parce qu'il y avait déjà la linotype avec le creuset, avec donc une aération pas conforme, qui ne serait pas conforme aujourd'hui, bien sûr, parce que le creuset avait des vapeurs qui se dissipaient dans l'atelier. Ensuite, il y avait l'essence, le pétrole, l'encre, qui avait une odeur bien particulière, et tous les bruits environnants. Hein. Il y avait plein de bruits dans tous les sens. Donc, j'ai parlé de la linotype tout à l'heure, et puis il y avait toutes les machines, hein, aussi bien le compresseur du Massico, hein, quand il arrêtait au bout. Enfin bon, il y avait plusieurs... le bruit du papier qu'on coupe, hein, quand il y a une grosse épaisseur et qu'on coupe le papier, c'est des bruits très particuliers. Hein. Aussi bien le plateau, quand le va-et-vient du plateau avec la Lambert, la grosse machine dans laquelle je rentrais entièrement, moi, hein, dedans, pour pouvoir changer la manille. C'était tout un circuit bien particulier. Hein. C'est une partie de ma vie essentielle qui m'a beaucoup apporté, où on a le sentiment d'être utile. Parce que quelquefois, dans certains boulots, on n'a pas cette impression-là. Hein. Quelquefois, c'est compliqué. Mais là, moi, personnellement, je me suis sentie utile. Au moins, je servais à quelque chose, je servais à la société, je servais à défendre notre idéal. Mon grand-père, né en 1908, qui en fait était anarchiste, a lutté contre le franquisme et a monté une collectivité dans le patelin où il était, à Ranis-des-Mounes. Et de là, avec la retirade en 1939, il a dû fuir. Et en fuyant, il est arrivé dans les camps de concentration à Rivesaltes. Et de là, il a pu s'enfuir vers la Normandie. Et de là, en Normandie, il a continué ses convictions, qui étaient qu'en fait, en tant qu'anarchiste, la propriété est un vol. Et à partir de là, il est devenu secrétaire général des anarchistes en Normandie. Il a continué à vivre dans un petit studio, propriétaire d'une seule chose, de son pistolet. Et de là, il a rencontré ton père. Hein. Et là, une amitié s'est liée. Et ensuite, chacun a fait un peu son chemin. Et lorsque l'imprimerie a eu besoin d'un comptable, ils ont fait appel à mon père, qui lui avait un cabinet d'expertise comptable, que j'ai repris, et qui fait qu'après j'ai pris la suite de l'imprimerie des Gondoles. Donc d'où le lien entre nos deux familles, qui se connaissaient au départ, et qui se sont retrouvées par le biais de l'imprimerie des Gondoles. À partir du moment où on a pris en charge l'imprimerie des Gondoles, moi j'ai retrouvé la mentalité, l'état d'esprit qu'il y avait dans les coopératives en France. Parce que l'un de nos plus vieux clients au sein du cabinet, c'est le syndicat des coopératives en France. Et donc c'est une philosophie particulière de la répartition du travail, de la répartition des biens. Et une valeur qu'on met en avant, c'est la valeur homme. L'analyse des résultats. Et de se dire, on n'a pas fait un profit énorme, il y a un problème, il y a une mise en cause, est-ce que demain on va encore exister?
ce n'était pas la finalité. Parce qu'il y avait une contribution telle de la valeur humaine qui fait que l'imprimerie a toujours continué. Ce qui est le gros problème des entreprises. Parce que les entreprises recherchent le profit en dénigrant totalement la valeur homme, qui fait qu'on n'est pas conscient que l'entreprise existe parce qu'il y a des hommes qui produisent. Et à partir de ce moment-là, on perd l'essence même de l'entreprise. Ce qui fait qu'il n'y a aucune solution. Quand il n'y a pas de résultat, en général, l'entreprise n'a pas un grand futur. Par contre, une entreprise qui met en avant les hommes, ce sont les hommes qui font vivre l'entreprise et non pas l'inverse. Donc, en cas de difficulté, on fait appel à l'un, à l'autre. Bon, ils travaillent bénévolement, c'est pas un problème en soi. Et je dirais que, bien sûr, il y a la réglementation qui s'applique, mais il y a aussi la volonté de faire vivre une entreprise. Et donc, l'imprimé de Gothol était vraiment atypique. Pourquoi ? De par son histoire. Par son histoire et de par le fait que ça drainait des hommes qui avaient cette philosophie, qui avaient ces valeurs-là. Et c'est pour ça que l'imprimé de Gondole, même si on avait des résultats qui n'étaient pas là, des années qui étaient meilleures, il fallait avoir une démarche commerciale quand même, comme toute entreprise. Mais il y avait le cœur de l'imprimé de Gondole qui fait qu'elle pouvait exister, continuer. Quand il y avait besoin, quand on avait un problème sur une machine, on n'avait qu'à appeler Pierre, Paul ou Jacques qui venaient réparer et le problème était réglé. Donc c'était vraiment un lien très, très important qui fait que l'imprimerie ne pouvait pas avoir de gros problèmes en soi, de se dire on a une machine qui ne va pas, il va falloir qu'on paye une réparation énorme qu'on ne pourra pas assumer. Non, on avait des hommes pour régler le problème. L'imprimerie des Gondoles est avant tout une imprimerie militante. Journaux, affiches, brochures, livres, tracts. L'orientation libertaire est marquée. Mais elle offre aussi aux autres composantes de l'exil républicain espagnol des moyens d'édition. Au travers de ses propres mutations technologiques, elle est aussi un reflet de la vie sociale qui l'entoure. Alors, là, c'est l'expédition. Lui a été déporté à Mauthausen, et c'est un grand poète catalan, déporté à Mauthausen, qui est donc revenu. Il est directeur de Hispania, le journal de la Fédération espagnole de déportés et internés politiques. À l'occasion de la journée du souvenir de la déportation, un hommage particulier est rendu à deux réfugiés espagnols liés à Choisy-le-Roi, Roch Llop et Francisco Roda. Pour l'occasion, sera lu un poème de Roch Llop. Cette mort-là, affamée dans les attentes, et cette éternelle nuit sans aube, et ce plaisir tout flétri, sans floraison, et ce ciel qui n'était ni ciel ni éclairci, et cette souffrance fouettée de menaces, et ces fantômes de frères, ossements et orbites caves, et cette furie meurtrière théorisée, et cette paillasse orpheline de baisers, et cette faim guidant l'instinct dans les décombres, et ce froid, et cette peur, et ce cauchemar des années qui passent, et cette mort, toujours la mort, laide et féroce, et dans le cœur, tout recroquevillé comme un oiseau, le matin de la chanson et de l'espoir. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir, dans ce milieu-là, qui vont avoir du succès. C'est Lydie Salver, qui obtient le prix Goncourt, c'est Paco Ibáñez, que tout le monde connaît. C'est surtout lié à Choisy-le-Roi spécifiquement, c'est Étienne Rodagil, le parolier de Julien Clerc. Et là, il y a Thomas Mastrian avec Étienne Rodagil, le jour de manif. Lui, c'est le père de Rodagil. Merci. Les Choisiens retiendront aussi deux réfugiés espagnols au parcours aussi discret qu'héroïque. Je vous propose qu'on démarre cette cérémonie. Je suis Laurent Ziegelmeyer, l'élu en charge des
des relations internationales et de la mémoire dans cette ville. Je pense qu'on peut tous être très touchés par la présence de Madame Flandrin-Drône. Un petit mot, même un long mot si vous voulez. Non, je n'ai rien préparé de spécial. Je vous suis très impressionné parce que vous êtes nombreux ici pour rendre hommage à Bernal et Cortés et à ce qu'ils représentent pour Choisy. Pour ma part, que vous dirais-je, mon père était un administrateur colonial en 1940, mobilisé sur place au Cameroun. Il connaissait bien ce qu'était le fascisme hitlérien. Il avait été étudiant en Allemagne, il avait lu 2 fois Mein Kampf. Il était convaincu qu'il y aurait la guerre et qu'il la ferait. Il a donc participé tout de suite aux Français libres, parti avec Leclerc dès août 1940. Il avait fait les campagnes d'Afrique et il avait été blessé gravement à la première rencontre avec les chars de Rommel dans le sud tunisien. Il avait passé du temps dans les hôpitaux. Quand il est rentré, Leclerc était en train de former la 2e DB, c'est-à-dire au Maroc. Et Leclerc lui a dit, écoutez, j'ai là une troupe, personne ne veut les commander, ils font peur à tout le monde. Ce sont des révolutionnaires espagnols. Vous vous en arrangerez, je vous les donne, c'est de très bons soldats. Ils ont été en première ligne pendant toute la campagne. Ça a été une des unités, je pense, qui a perdu le plus d'hommes pendant cette campagne. Non pas 17, comme certains disent, parce qu'il y a eu 50 morts pendant les quelques mois de la campagne. Après la guerre, mon père est parti 1 an en Indochine à la demande de Leclerc. Les anciens ne l'ont pas suivi. En général, ils ont dit « Bouf, nous, on n'a rien contre les jaunes, hein, ils nous ont rien fait. » En fait, c'était des civils dans l'âme, ces gens-là. Comme mon père, d'ailleurs, il était aussi un civil. Et il ne rêvait que d'une chose, c'est de rentrer chez eux. L'amertume a été horrible de ne pas pouvoir revenir en Espagne, de se rendre compte que Franco restait. Et ils n'y ont pas remis les pieds pendant qu'il y avait Franco. Mon père non plus. Il n'est jamais revenu en Espagne tant qu'il y avait Franco. Il n'y est revenu qu'après. Et que vous dire? Donc après-guerre, mon père a vécu une vie différente, politique ou autre, mais la Neuf a toujours été fondamentale chez nous et fondamentale pour mon père. Ils avaient toujours le droit de venir à tout moment. Ils savaient que maman parlait espagnol, qu'ils pouvaient s'expliquer, qu'on les attendait. Il y avait les réunions au moins 1 fois par an. Ils avaient constitué une amicale à part à l'intérieur de l'amicale des anciens de la 2e DB. À la 2e DB, on disait « Oh, ils exagèrent quand même, il n'y en a que pour eux. » Non, il n'y en avait pas que pour eux, mais ils étaient entre eux serrés. Et ça a duré tout le temps. Passant à Bernal et à Cortés, je pense aux autres. À quelqu'un comme Gualda, à quelqu'un comme Lozano. Il y avait une telle chaleur entre Hernandez, enfin. Bref, je ne peux pas les oublier. Ils étaient ma famille. Ces exilés qui ont habité Choisy sont aussi des hommes de la Nueve. Martín Bernal Lavilla ouvre sa cordonnerie et accueille aussi son compagnon d'armes José Cortés. Démobilisé et déçu de ne pas aller déloger Franco après-guerre, il s'installe à Choisy-le-Roi. Il y accueille son frère Paco, qui a été déporté à Mauthausen, matricule 3543, mais aussi son compagnon d'armes José Cortés, avec lesquels il ouvre sa cordonnerie. Martín Bernal avec Granados des forces françaises libres, avec Roda déporté à Mauthausen, et bien d'autres anciens de la guerre d'Espagne et des collectivités, constituent l'armature de la fédération locale de Choisy, le Roi et Thiais, de la CNT. C'est elle, la CNT de Choisy, qui entourera Marseillan et Augusti à l'initiative pour créer l'imprimerie des Gondoles. Bernal, Granados,
Roda sont de la première liste de souscription qui permettra de lancer ce qui est appelé dans la CNT le projet pour la culture. Ce projet pour la culture s'accompagne naturellement de la lutte permanente contre le fascisme. Aussi, quand SIA, Solidarité Internationale Antifasciste, décide d'imprimer son calendrier à Choisy, Francisco Roda, ancien de Mauthausen, sera celui qui apportera la quinzaine de calendriers que Martine Bernal distribuait à ses clients. On les honore pour ça, aujourd'hui, mais pas simplement pour ça. On les honore aussi pour deux autres choses qui ont déjà été largement évoquées. La première, ils ont continué le combat contre Franco et contre le fascisme. La deuxième, ils ont contribué à la vie économique, sociale, citoyenne de la ville de Choisy. Comme tous ceux qui ont pu venir d'ici ou d'ailleurs dans cette ville depuis plus d'1 siècle, qu'ils soient arméniens ou portugais, espagnols, italiens, maliens, algériens, et j'en oublie plein parce que si on regarde un peu dans les bureaux de vote dans notre ville, je pense qu'il y a entre 60 et 70 nationalités d'origine à Choisy. Donc c'est un morceau de notre histoire, un morceau important de notre histoire. Et à ce titre, Martine Bernal et José Cortés sont, avec tous les autres, un morceau de l'histoire commune de la deuxième DB, un morceau de l'histoire commune de la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout et avant tout un morceau de l'histoire commune de notre ville. Martine Bernal et José Cortés, républicains espagnols, combattants de la Nueve, 2e DB, libérateurs de Paris le 24 août 1944, cordonnier à Choisy-le-Roi, rue Émile Zola et Jean Jaurès. Alors pour l'imprimerie des gondoles, peut-être moins parce que c'est une appellation singulière. On verra tout à l'heure d'où ça vient. Ça peut faire rêver, gondole. Voilà ce que ça signifie. Et il faut lui donner un nom. Ça y est, on y est le moment clé où tout va se révéler. Parce que les gondoles, c'est pensé à Venise, on est loin de Venise, on n'est pas loin de l'eau, hein, mais tout simplement, beaucoup ici, je pense, ont choisi et savent bien que le quartier où se trouve la rue Chevreuil s'appelle le quartier des gondoles. Une dénomination qui remonterait au XVIIe siècle, à la création du château de Choisy-le-Roi. Mais avouez que c'est bien trouvé. Parce qu'il n'y a pas de dénomination à caractère politique dans cette appellation, les gondoles. Et pourtant, l'imprimerie des gondoles va faire le tour du monde. Non pas l'imprimerie, mais on va la connaître finalement dans le monde entier, entre guillemets, bien entendu. Un mot cependant indispensable, c'est que les archives de l'imprimerie sur lesquelles nous travaillons, ont été déposées en 2007 à la BDIC. La BDIC, c'est la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, qui se trouve à Nanterre, sur le campus de l'université. Alors, savoir qu'ils ont changé de nom l'an dernier, ils s'appellent la Contemporaine. Ils vont bientôt être hébergés dans un bâtiment tout neuf en construction. Et nous avons, moi et bien d'autres camarades, entrepris l'inventaire de ces archives qui dormaient dans des cartons, et c'était bien dommage, parce que de quoi s'agit-il quand on parle d'une bibliothèque? C'est une institution qui met des archives à la disposition du public. Le public, c'est des chercheurs essentiellement de toute nature, universitaires ou autres. Et donc, ces archives étaient déposées, mais n'avaient pas été inventariées. Nous poursuivrons le travail en 2019, nous poursuivons, et ça continuera peut-être aussi, pour que tout le monde puisse avoir connaissance des archives de l'imprimerie, qui sont particulièrement riches, à la fois sur le fonctionnement de l'entreprise et sur tout ce que vous imaginez, c'est-à-dire qu'ils gardaient pas tout à fait complet, mais ils gardaient la plupart de ce qu'ils imprimaient. Et on gardait des exemplaires, et qui sont donc dans les archives. Non, le dernier mot, c'est pas celui-là pour moi. C'était, avec des remerciements adressés à la municipalité de Choisy-le-Roi, de vous inviter tous à aller à ce qu'on appelle une exposition de ville, c'est-à-dire des montages photographiques qui se trouvent avenue Anatole France. Alors, c'est où c'est par là. Sur les grilles du jardin de la mairie, parce que vous trouverez bien des compléments à ce que j'ai pu dire, et puis surtout, vous trouverez des illustrations, une iconographie sur l'imprimerie, c'est-à-dire les machines impressionnantes,
celle d'hier, l'imprimerie au plomb, mais aussi des protagonistes que j'ai cités. Hein. Qui sait Thomas Marcellan, ben, il y est. Qui sait Roquiop, ben, il y est. C'est la chute. Merci encore beaucoup tous ceux qui ont témoigné, qui ont participé, etc. Et s'il y a encore d'autres questions et d'autres anecdotes, on est très prenants parce que c'est notre patrimoine commun.